Alors, qui est autour de la table? Vos animateurs et vos modérateurs sont moi-même, Thierry Laquitaine, Laurent Henry, Karima et Rebecca. Pendant ce webinaire, nous aurons 3 grands temps. Un premier avec Maître Carlen Cale qui va nous présenter les évolutions réglementaires liées à l'économie circulaire. Alain Catherine qui nous présentera l'actualité de l'association Circolab et Roman Trottier qui va nous présenter le label réemploi qui est porté par Circolab. Et maintenant, je passe la parole à Thierry. Thierry, il faut que tu actives ton micro. Effectivement, ça marche beaucoup mieux avec le micro. Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous accueillir pour cet événement de Circolab. Ça faisait un certain temps que nous n'avions pas eu la possibilité d'en organiser, en raison de la situation sanitaire, mais on est très content de vous retrouver, les habitués et les nouveaux, soyez les bienvenus. Je vais faire une rapide introduction de cette session. Alors, je pense que c'est toi, Armel, qui fait défiler les slides. Voilà. Alors, j'ai remis une slide que j'avais mis en 2017, lorsque l'association s'est lancée, qui explique les motivations pour lesquelles on a lancé cette initiative. 3 motivations essentielles et de nature environnementale, la pression sur les matières premières, les pollutions et les déchets. Alors, je ne vais pas passer ces chiffres en détail. Et la question que je me suis posée, c'est qu'est-ce qui a changé depuis 2017? Alors, à vrai dire, au niveau environnemental, pas grand-chose, si ce n'est un élément nouveau, c'est le Covid. Ce que disait l'ancien ministre de la Défense, M. Le Drian, c'est que le monde d'après, c'est le monde d'avant en pire. Et c'est un peu ça, parce que la situation environnementale n'a pas changé en ce qui concerne la pression sur les matières premières. Et le choc qu'on a connu avec le Covid n'a pas éliminé les chocs qui vont venir après. Alors, s'agissant des matières premières, la Commission européenne a fait paraître en septembre 2020 une liste des matériaux critiques, donc une liste regroupant 30 matériaux critiques sur lesquels il y aura des risques de pénurie. Il y en a 50% qui concernent la construction et plus de 50% les énergies renouvelables. Et ça veut dire que le secteur de la construction est plus à risque même que celui du numérique ou celui de la santé. Et la promesse de la green tech, des énergies renouvelables, ne pourra pas être tenue. La Banque mondiale évalue à 1000% l'augmentation des matières premières, la consommation des matières premières nécessaires pour fabriquer les batteries et les systèmes renouvelables. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les promesses de la green tech ne pourront pas être tenues. C'est un mirage. Et on sait que l'accès aux ressources, que ce soit des ressources énergétiques, alimentaires, ou matières premières, est la cause de 90% de la perte de la biodiversité, de 50% des émissions de gaz à effet de serre. Ça signifie que si vous voulez lutter contre la dramatique chute de la biodiversité, il est préférable de vous engager dans l'économie circulaire que de mettre des ruches sur les toits. On a aussi réalisé quelque chose dont on était peu conscient avec cette crise sanitaire, c'est la fragilité de la chaîne d'approvisionnement, du fait de la mondialisation. Et cette fragilité, je me souviens lors du premier confinement qu'en France, on avait une pénurie, bien évidemment, de masques, mais pour ceux qui s'étaient impliqués pour fabriquer des masques, ne trouvaient pas des élastiques pour ces masques. Pénurie des matières premières, et la semaine dernière, la Fédération du bâtiment a annoncé une pénurie de certains matériaux comme l'acier, le cuivre, le bois, les métaux non ferreux, et les prix ont déjà augmenté de plus de 30%. Et le président de la FFB a alerté le gouvernement sur le risque que ça fait peser sur l'économie et sur l'emploi. On risque de perdre des milliers d'emplois du fait de l'augmentation du prix des matières premières. Alors, en 2021, on a toujours le problème des déchets qu'on avait lorsqu'on a fait ce constat en 2016. Vous savez que la Chine a fermé ses frontières pour la récupération d'un certain nombre de déchets qui venaient d'Occident et notamment d'Europe, que le gouvernement a d'ores et déjà annoncé aussi de fortes augmentations de la taxation sur la mise en décharge des déchets. La pollution n'a pas non plus diminué. En 2020, on a eu une baisse des émissions de gaz à effet de serre mondiales de l'ordre de 7%.
C'est à peu près l'effort qu'il faudrait faire d'ici à 2050 pour respecter l'accord de Paris. Et donc on voit bien que l'effort est considérable et que ce n'est pas juste quelques adaptations à la marge. Alors, slide d'après, s'il te plaît, Armel. Ça veut dire que dans les chocs à venir, il va nous falloir des amortisseurs. Alors, j'ai mis cette photo, on voit 7 chefs d'État. Alors, ce n'est pas uniquement pour faire plaisir aux membres du bureau de Circolab, qui est essentiellement féminin. Il y a plusieurs études américaines, anglaises, qui ont été faites sur les 194 pays, qui arrivent à la conclusion que les pays dirigés par des femmes s'en sont mieux sortis lors de la crise sanitaire. Ça veut dire simplement qu'il n'y a pas de fatalité et que tout ne se vaut pas, et qu'en période de choc, et on est rentré dans une période de crise, de choc, de crise à répétition et de chocs multiples, eh bien, il va falloir réfléchir à la résilience, à la capacité de résister au choc. Résilience pour les États, résilience pour les organisations, résilience pour les individus et pour les territoires. Et le projet Circolab répond à cet enjeu, à cette problématique de la résilience, parce que c'est un effort d'anticipation. Cette initiative remonte maintenant à 2016, et on essaie de s'adapter à cette période de pénurie qui vient, et par rapport aux enjeux aussi environnementaux que j'ai décrits, de s'organiser par rapport à ça, et l'organisation sous un mode associatif, hein, qui vaut ce qui vaut, mais c'est une tentative d'organisation. On souhaite collaborer avec l'ensemble des acteurs de l'immobilier. On a aujourd'hui dans Circolab plus de 75 membres, et je suis particulièrement sensible à ce qu'il y ait une représentativité dans l'association des différentes composantes de la chaîne de valeur immobilière, avec des acteurs à la fois du privé et du public. On est fiers d'avoir collaboré avec la Fédération française des assurances, avec le Centre scientifique et technique du bâtiment, avec le CEDRE, le syndicat des entreprises de déconstruction et démolition, avec le GFBTP, des entreprises générales, d'avoir des acteurs territoriaux comme la région Île-de-France, comme la métropole du Grand Paris, comme Pleine Commune, comme Grand Paris Aménagement, d'avoir à la fois des industriels dans l'écosystème Circolab, des maîtres d'ouvrage, des propriétaires, des exploitants, des concepteurs, des AMO, bureaux d'études techniques, des entreprises de déconstruction et recyclage. La collaboration est très importante si on veut faire de l'économie circulaire. Et c'est aussi l'approche territoriale, parce que l'économie circulaire est ancrée dans un territoire. L'économie circulaire n'a de sens et le réemploi n'a de sens qu'au niveau local. On ne va pas faire du réemploi avec la Chine ou avec l'Australie, on va en faire en Île-de-France, on va en faire sur la région nantaise, on va en faire sur la région lyonnaise. Et on a des acteurs du territoire aussi dans l'association et des projets qui sont sur le territoire. Dans nos stratégies, il y a aussi l'expérimentation. Dans Circolab, il y a Lab. On veut être des faiseurs. Et les outils qu'on a développés depuis maintenant 4 ans dans l'association sont des outils opérationnels. On parle de cahier des charges, on parle de closier, on parle d'outils pour faire du réemploi, on parle d'opérations pilotes, avec maintenant plusieurs dizaines d'opérations pilotes qui sont en cours, et du partage d'expériences. On est en train d'expérimenter ensemble. La stratégie de Circolab, c'est aussi d'entraîner l'industrie, et pour ça, les maîtres d'ouvrage ont un rôle important à jouer en tant que prescripteurs, l'effet d'entraînement par l'exemplarité aussi des grandes entreprises. Et c'est tout ce travail qu'on souhaite faire et qu'on a commencé à faire au sein de l'association. Alors aujourd'hui, peut-être slide d'après, Armel. Aujourd'hui, ce qu'on a au menu de cette rencontre, qui est extrêmement riche, vous allez le voir, c'est une présentation avec Karl Henkel sur l'actualité législative et réglementaire qui est en train de se mettre en place, aussi bien au niveau national qu'international, européen. C'est une présentation des outils qui ont été développés jusqu'à maintenant dans l'association. Et c'est aussi un outil qui vient de sortir, c'est le label réemploi, dont on est très fier, que va vous présenter Ronan. Voilà. Je passe la parole pour la suite. Merci. Bonjour Thierry, bonjour à tous. Je suis Karl Henkel. J'espère, Armel, qu'on va bien se comprendre pour le déroulé des slides de mon intervention. Je vous demanderai peut-être au coup par coup, effectivement, de passer au slide suivant puisque vous avez la main. Je suis ravi d'intervenir
devant ce nombre important de participants. Je vois qu'il y a 145 participants à la réunion. Le chiffre évolue un peu, mais c'est considérable, ce qui témoigne du succès effectivement du sujet auprès des adhérents et peut-être même des non-adhérents à Circolab. Et donc, je pense que dans à peu près les 30 minutes qui me sont consacrées, ou dont je vais disposer pour traiter de l'actualité réglementaire, sujet que je maîtrise bien, hein. Je suis donc avocat, associé fondateur du cabinet Henkel Avocat, qui est un cabinet dédié à l'économie circulaire et aux énergies renouvelables. On connaît un certain nombre des acteurs que Thierry a cités, les membres essentiels de Circolab. On est très familier avec l'écosystème de l'économie circulaire et tout particulièrement dans le milieu du bâtiment et du réemploi. Donc là, peut-être tout d'abord une première brève introduction. Je vais rappeler très rapidement ce que c'est que l'économie circulaire et puis surtout vous faire un focus sur la règle des 5 R. Pour ce qui est de la définition, bon, vous la connaissez, vous êtes quand même, je pense, tous des participants avertis. Hein. Donc on a une définition de l'économie circulaire de l'ADEME et une définition en droit français qui appelle à une consommation sobre et responsable des ressources naturelles et des matières premières primaires. Donc une définition un peu complexe, mais qui, au cas par cas, est mise en œuvre dans un certain nombre de secteurs et de projets. Ce qui est intéressant, je pense, aujourd'hui, c'est de regarder l'évolution du seuil des 3 R vers les 5 R. Ça, c'est le slide d'après. On parlait beaucoup des 3 R jusqu'à il y a encore un an, et maintenant, on est passé à 5. Donc, c'est la boucle d'économie circulaire. Elle implique tout d'abord de refuser les produits à usage unique pour éviter une consommation excessive, c'est refuse. Elle implique ensuite de réduire à la source la consommation de matières premières et aussi le coût de leur transport en s'approvisionnant localement. C'est ce qu'évoquait Thierry tout à l'heure sur les boucles locales, c'est reduce. Ensuite, elle implique de réutiliser les matériaux une fois qu'ils ont déjà accompli un premier cycle de vie, c'est le reuse. Est-ce qu'on n'a pas perdu? On a perdu les slides, je crois. On a perdu les slides, ouais. Ah, désolé. Moi, je partage toujours. Excusez-moi, je recommence. Est-ce que c'est bon, là? Oui, c'est parfait. Donc, quatrième étape, c'est recycle, recycler les déchets, donc le recyclage des déchets pour réalimenter les gisements de matières premières secondaires. Et enfin, le 5e R désormais, repurpose, redonner à la terre. On a des traductions en français qui ont également qui commencent toutes par un R, c'est très pratique. Réinventer éventuellement, redonner à la terre en développant notamment des pratiques telles que le compostage. Voilà, ça c'est la boucle des 5 R que je voulais vous présenter. Maintenant, on va distinguer 2 grandes parties dans mon intervention, la réglementation européenne, la réglementation nationale, et vous constaterez qu'on n'abordera pas du tout les mêmes sujets selon l'échelon européen et national. Pourquoi? Parce qu'en fait, à l'échelon national aujourd'hui, on est sur une mise en œuvre pratique de décisions qui ont été prises à l'échelon européen il y a quelques années. C'était par exemple la révision des directives déchets, c'était le plan d'action pour la feuille de route pour une économie circulaire à l'échelon européen, qui a été ensuite, qui a pollinisé les États membres et qui a innervé le droit national. Et c'est pour ça qu'en droit national, on est au stade de la loi AGEC, etc. Au niveau européen, on est passé à une étape supplémentaire, et c'est celle sur laquelle Circolab a souhaité que j'intervienne, qui me semble très intéressante, mais on est vraiment à un échelon différent. C'est celui de l'action au niveau de la finance durable. Et c'est pourquoi je vous parlerai, s'agissant de cette réglementation européenne, de 2 règlements européens, le règlement Disclosure et le règlement Taxonomie. Voilà, donc on est vraiment sur un échelon assez différent de ceux qu'on a l'habitude de pratiquer quand on s'intéresse au réemploi et à l'économie circulaire dans le bâtiment. C'est un échelon, mais pourtant essentiel, qui consiste non pas seulement à réconcilier l'économie et l'environnement, comme on a l'usage de le dire sur le développement durable,
mais là, il s'agit de réconcilier la finance et l'environnement. C'est un sujet que connaissent bien les acteurs économiques qui sont pareil, les fonds d'investissement et tous les acteurs qui tournent autour de la finance, puisque ça fait déjà de nombreuses années qu'il y a des travaux qui sont en cours. Par exemple, la Caisse des dépôts et consignations en France a mené des travaux importants à ce titre, dans le cadre des clauses dites ESG, Environmental, Social and Governance, et qui ont pour objectif effectivement de flécher les investissements financiers vers des projets vertueux, ce qui est effectivement, à première analyse, une excellente idée, qui consiste à réorienter tous les investissements et donc toute la finance vers une finance durable. Donc, au niveau européen, au niveau de la Commission européenne qui, pour rester sur l'analogie engagée par Thierry, est présidée par une femme, Ursula von der Leyen, eh bien, cette Commission européenne, elle a porté depuis quelques années ce sujet dans un objectif, on peut l'imaginer, on peut le concevoir, de standardisation, d'harmonisation des pratiques des États membres et surtout de montée en gamme de ceux des États membres qui n'auraient pas le niveau d'implication suffisant. États membres et acteurs économiques, puisque là, on ne s'adresse pas uniquement, bien sûr, aux acteurs publics, mais en réalité, essentiellement aux acteurs privés. Donc la genèse de ce sujet, c'est un document de la Commission européenne de 2018 qui a fait le constat que notre planète était de plus en plus exposée aux conséquences imprévisibles du changement climatique et de l'épuisement des ressources et qu'il était donc urgent d'agir. Et on a chiffré à 180 à 200 milliards d'euros les investissements supplémentaires nécessaires par année pour que l'Union européenne puisse atteindre les objectifs fixés lors du sommet de Paris de 2015, à savoir neutralité carbone à l'horizon 2050. Donc sur la base de ce constat et des recommandations formulées par un groupe d'experts sur la finance durable, la Commission européenne a présenté une feuille de route destinée à dynamiser le rôle de la finance dans la mise en place d'une économie qui, tout en restant performante, servirait les objectifs environnementaux et sociaux. Voilà, donc là, on est dans un monde idéal, mais c'est bien celui vers lequel sont censés nous orienter ces règlements. Donc la finance doit répondre aux besoins spécifiques de l'économie européenne dans l'intérêt de la planète et soutenir la transition vers une économie à faible émission de carbone, ce qui implique de réorienter les capitaux privés vers des investissements plus durables et qui nécessite en réalité de repenser entièrement le fonctionnement de notre système financier. Donc cette politique, cette ambition, je dirais, elle est mise en œuvre par le biais de 2 règlements européens. Alors, le premier de ces règlements, c'est un règlement qu'on appellera disclosure, qui s'appelle disclosure, qui veut dire réglementation en fait, une traduction de réglementation. Donc l'objectif de ce premier règlement, que j'aborderai un peu plus succinctement que le second, c'est un règlement donc, qui a été approuvé le 27 novembre 2019 et qui concerne la publication d'informations en matière de durabilité dans les secteurs des services financiers. Donc là, c'est un règlement qui s'appuie sur le rapport final de ce groupe d'experts et qui propose une stratégie en matière de finances durables assortie d'une feuille de route exposant les travaux à mener et les actions à conduire. Et donc, parmi les sujets, a été identifiée une obligation d'information à charge des acteurs du secteur financier en matière de durabilité pour l'ensemble des produits financiers. Cette transparence, elle porte sur la publication de 2 types d'informations, une intégration au niveau de l'entité et du produit des risques en matière de durabilité, c'est-à-dire des risques de survenance d'un événement ou d'une situation dans le domaine environnemental, social ou gouvernance, qui, s'il survient, peut avoir une incidence négative importante sur la valeur d'un investissement. Et la seconde information, c'est la prise en compte des incidences négatives en matière de durabilité, c'est-à-dire des impacts négatifs que des décisions d'investissement peuvent avoir sur des facteurs de durabilité tels que l'environnement, mais aussi, la clause ESG, c'est pas seulement de l'environnement, c'est aussi les questions sociales et personnelles et le respect des droits de l'homme ou la lutte contre la corruption. Donc on a mis, avec cette clause ESG, sur le même plan, la protection de l'humain et l'environnement.
En réalité, on peut dire que ce règlement disclosure, adopté donc il y a 1 an et demi, il a vocation à harmoniser le reporting en matière de finances durables. C'est en quelque sorte une standardisation de la clause ESG que j'évoquais tout à l'heure et sur laquelle on travaillait beaucoup d'acteurs financiers, avec l'ambition d'avoir justement des fonds d'investissement qui adoptent dans les échanges, notamment dans les side letters par exemple qui sont passés, un minimum de standards communs en matière de prise en compte du climate change et des actions nécessaires. Alors, donc, comme je le disais, obligation d'information, c'est du reporting, on est vraiment sur un niveau d'information uniformisé sur ces 2 types d'informations que j'évoquais, et à destination, donc les destinataires de ces obligations, ou de ces formalités, ce sont aussi bien les acteurs des marchés financiers, c'est-à-dire les entreprises d'assurance, les institutions de retraite, les entreprises d'investissement, les établissements de crédit, les sociétés de gestion, voilà, que les conseillers financiers également. Donc là, c'est les intermédiaires, aussi les entreprises d'assurance, investissement et gestionnaires. Donc ça a vocation à concerner l'ensemble des acteurs. Et les risques à publier sont identifiés à 3 niveaux dans la réglementation, donc qui distinguent l'entité, le produit financier et les obligations spécifiques sur les produits financiers durables. Les entités, ce sont les destinataires que j'évoquais. Les produits financiers, ce sont les produits qui incluent des portefeuilles gérés de manière individuelle ou des produits d'investissement. Et puis les produits financiers durables, quant à eux, ils se divisent en 2 catégories. Il y a les produits financiers qui présentent entre autres caractéristiques la promotion de caractéristiques environnementales ou sociales. Ça, c'est les premières catégories de produits financiers. Et ensuite, il y a les investissements durables qui se définissent comme une activité économique qui contribue à un objectif environnemental, mesuré par exemple au moyen d'indicateurs clés, tels que l'utilisation de ressources, l'utilisation d'énergie, la production de déchets, l'émission de GES, des gaz à effet de serre, ou bien la contribution à un objectif social. Un investissement durable, c'est un investissement performant sur le plan environnemental, mais aussi qui peut être alternativement, c'est alternatif, un investissement qui est performant sur le plan social. Et dans tous les cas, ces catégories d'investissement ne doivent pas causer de préjudice important aux autres objectifs de bonne gouvernance et de gestion saine. Donc, ces seuils de risque, ils sont identifiés dans un tableau qui vous sera transmis, je pense, à la suite de cette réunion, un tableau récapitulatif des informations que doivent fournir les titulaires des obligations et selon le niveau de réglementation et avec des moyens. Donc généralement, ce sont soit des informations sur le site internet des acteurs, soit des informations qui peuvent être précontractuelles à fournir aux partenaires. Voilà. Et donc, elle s'appuie sur des normes techniques, des Regulatory Technical Standards, élaborés avec l'aide des autorités européennes et qui entreront en vigueur au 1er janvier 2022 et qui viseront à clarifier, harmoniser et standardiser ces attendus réglementaires sur la diversité de sujets que j'évoquais tout à l'heure, à l'instant, avec donc une entrée en vigueur du texte depuis déjà le 10 mars 2021 pour certaines dispositions et en janvier 2022 pour les autres. Voilà, ça c'est une première présentation forcément un peu brève de ce règlement disclosure. Le second règlement européen que je vais évoquer, c'est le règlement dit taxonomie, qui suscite beaucoup de débats en ce moment pour ceux qui s'y sont intéressés. Ce règlement, son objectif, c'est d'établir un système de classification à l'échelle de l'UE qui fournira aux entreprises et aux investisseurs un langage commun pour déterminer les activités économiques considérées comme durables sur le plan environnemental. Donc il est destiné à permettre aux investisseurs de réorienter au besoin leurs investissements vers des technologies et des entreprises plus durables. Donc ça veut dire qu'ils contribuent à flécher, à dire quels sont les bons élèves et quels sont ceux qui le sont moins en réalité. Donc le règlement fournit des définitions et
doit créer de la sécurité pour les investisseurs, les protéger notamment de l'éco-blanchiment, aider à planifier la transition, la fameuse accompagnement des entreprises à la transition écologique et énergétique, et aussi atténuer la fragmentation du marché et enfin contribuer à orienter les investissements là où ils sont le plus nécessaires. Donc le but, c'est d'identifier ce qui est vert pour mieux orienter les investissements vers les opportunités offertes. Les destinataires de cette réglementation, de ce règlement récent, adopté en mars 2020, ce sont les États membres qui désirent imposer des exigences aux acteurs des marchés financiers, mais ce sont aussi les acteurs privés des marchés financiers qui proposent des produits financiers durables. Voilà, donc pour être éligible à la taxonomie, donc à cette classification, une activité économique doit passer par 4 étapes et s'assurer qu'elle ne dépasse pas certains seuils. Donc il faut être conforme à certains seuils et ne pas méconnaître les autres. Donc elle est organisée, cette taxonomie, sur la base de la NAS, la nomenclature générale des activités économiques dans les communautés européennes, et elle va couvrir une très large majorité d'activités, agriculture, sylviculture, électricité, eau, transport, technologie d'information et bâtiment, notre fameux sujet du bâtiment. Donc pour définir si une activité est considérée comme durable, elle doit contribuer de manière substantielle au moins à un objectif environnemental, au titre duquel on va retrouver la transition vers une économie circulaire, mais aussi la prévention et le recyclage des déchets. Elle doit également respecter des critères techniques de sélection qui restent à fixer au cas par cas et qui sont les sujets peut-être où vont se loger le lobbying et le contre-lobbying des acteurs qui pensent pouvoir influer sur ces questions-là. Elle ne doit pas causer le préjudice significatif aux autres objectifs et elle doit enfin respecter des garanties sociales minimales. On peut peut-être passer au slide suivant. Voilà. S'agissant du cas particulier du domaine du bâtiment, l'article 13 du règlement prévoit qu'une activité économique est considérée comme apportant une contribution substantielle à la transition vers une économie circulaire lorsqu'elle prévient ou réduit la production de déchets, y compris de déchets qui proviennent de l'extraction de minéraux ou de déchets provenant de la construction et de la démolition de bâtiments. Donc là, on est vraiment effectivement dans la reconnaissance de l'économie circulaire du bâtiment comme une activité économique vertueuse et qui contribue à la transition vers une économie circulaire, ce qui est la moindre des choses. La Commission va adopter un acte délégué pour établir les critères d'examen technique nécessaires d'ici janvier 2023. Donc là aussi, on est dans des textes importants qu'il faudra suivre de près, puisque ce sont les textes de mise en œuvre au cas par cas par cet acte délégué des différents sujets et des familles d'activités telles que le bâtiment. Dans ce cadre, la plateforme pour la finance durable a déjà été consultée par la Commission et elle va l'aider à élaborer ses critères à venir, mais on peut se reporter, pour ceux qui veulent anticiper cela, à un rapport rendu par un groupe d'experts en juin 2019 qui a déjà donné un aperçu de ce que pourraient être les critères à remplir pour toutes les activités de la nomenclature NAS. Et il y a notamment la contribution à l'atténuation du changement climatique, ne pas nuire substantiellement aux autres objectifs que j'évoquais. Et quand on rentre dans le détail de ce rapport de 2019, on constate qu'il y a par exemple un objectif de 80% en poids de déchets non dangereux de construction et de démolition produits sur un chantier de construction qui doivent être préparés en vue de leur réutilisation ou renvoyés au recyclage ou à une autre valorisation. Donc, il est possible que les objectifs extrêmement larges aujourd'hui de la directive déchets de 70% de recyclage, réutilisation des déchets du bâtiment à l'échelon des États membres se déclinent et même augmentent, puisqu'on parle de 80%, à l'échelon des chantiers de construction. Et donc là, ce sera à suivre évidemment de très près, puisque aujourd'hui, d'un point de vue juridique, on n'est pas sur un niveau de contrainte stricte à l'échelon du chantier, mais ce qui pourrait advenir dans le cadre de ces sujets de finances durables.
Donc, en définitive, sur ce règlement taxonomie, il contribue à une transition contrôlée vers l'économie circulaire, mais on doit noter qu'il y a des ONG, notamment peut-être que Greenpeace, qui questionnent certains de ces effets vertueux, hein, et qui communiquent sur des cas qu'elles estiment discutables, tels que l'exploitation forestière ou d'autres activités, telles que l'aviation, qui sont éligibles au financement vert dans certaines conditions et qui font débat, de la même manière qu'il y a quelques années a fait débat la question de savoir quelle activité, quelle production d'énergie était une énergie renouvelable. Voilà pour ce premier tour d'horizon important de la réglementation européenne sur ces deux règlements. Maintenant, pour ce qui est de la réglementation nationale, je vais rentrer dans des détails beaucoup plus pratico-pratiques parfois, puisqu'on est à un stade en 2021 en France de mise en œuvre notamment de la loi AGEC et de ses décrets d'application. Mais je parlerai aussi de la nouvelle réglementation des bâtiments neufs, la RE 2020, qui aussi contribue à faire le lien entre émissions atmosphériques et matériaux. Et enfin, un mot sur le projet de loi dérèglement climatique et résilience posé le 10 février 2021 par le gouvernement. Sur cette loi AGEC, quelques slides, notamment sur les décrets d'application, puisque la loi AGEC, maintenant, elle a déjà de nombreux mois. On est au stade des décrets, il y en a plusieurs, il y en a très nombreux. Ça prend du temps parce qu'il y a des consultations professionnelles qui ont lieu, après des consultations publiques, et c'est une loi extrêmement ambitieuse. Donc, il y a une première série de décrets sur les régimes de responsabilité élargie des producteurs et qui sont destinés à améliorer le dispositif en identifiant l'ADEME comme un organe de surveillance chargé du suivi et de l'observation des différentes filières REP. La France est championne d'Europe des REP, je le rappelle. Elle en crée une qui nous concerne tous sur les déchets du bâtiment, 46 millions de tonnes de déchets, avec une REP à venir à horizon 2022. Donc parmi cette REP, parmi les autres, sera soumise à ces nouvelles règles, donc identifiant l'ADEME comme organe de surveillance et qui sera financé par une redevance versée par les producteurs soumis à la REP, d'une part. Création également par les éco-organismes d'un comité des parties prenantes, qui était une demande d'un organe consultatif qui associe pas seulement les metteurs en marché, mais aussi les gestionnaires de déchets, les collectivités territoriales, les ONG, tous les acteurs qui gravitent autour de ces questions-là. Et enfin, ce décret traite de la prise en charge des dépôts sauvages par les éco-organismes ainsi que de la création d'un fonds dit réemploi par éco-organisme et qui fléchera un pourcentage, je crois 5% des éco-contributions, vers des acteurs du réemploi. Ce même décret du 27 novembre 2020 fixe des mesures transversales applicables aux 12 filières REP existantes et aux 10 nouvelles créées par la loi AGEC, notamment l'attribution d'une mission de surveillance aux éco-organismes dans la gestion des déchets qui devront mettre en œuvre des procédures pour s'assurer que les tiers qui gèrent ces déchets respectent la législation et la réglementation avec des mesures correctives. Donc on est, je dirais, dans cette poursuite de cette privatisation finalement des compétences régaliennes, ou du moins partage des compétences de l'État, historiquement détenues par les collectivités locales, les DREA, les inspecteurs des installations classées, dont on sait qu'ils n'ont pas les moyens, qu'on ne peut pas les doter des moyens suffisants pour contrôler l'ensemble des acteurs concernés par la réglementation environnementale. Et donc avec ce système de report sur les éco-organismes de ces questions-là, donc d'identification des non-conformités, eh bien, on est effectivement dans cette participation et dans cette collaboration entre l'État et les éco-organismes sur ces sujets-là. Autre sujet, cette fois-ci on est sur des projets de décret, c'est le fameux projet de décret, il y en a deux en réalité, relatif au diagnostic ressources économie circulaire, qu'on appelle aussi diagnostic réemploi, ou qui s'appelle diagnostic produits, matériaux, déchets, PMD. Voilà. Donc ça c'est un décret pris pour l'application aussi de la loi AGEC, décret important puisqu'il est censé permettre, ou il va permettre de passer du diagnostic purement déchets, qui photographiait les déchets dans une logique de prévention-précaution, vers un diagnostic ressources
qui est destiné à, évidemment, flécher les bons déchets, si j'ose dire, ou les déchets qui ont des capacités de réemploi. Donc, à ce moment-là, on est sur des matériaux, on n'est pas sur des déchets, ou les substances qui ont des capacités de réemploi, ou celles qui ont la capacité de recyclage ou de réutilisation. Donc, ces projets de décret ont été mis à la consultation à la fin de l'année dernière. Ils vont permettre donc d'appliquer cette réforme et de remplacer ce diagnostic déchets pré-démolition. Donc, c'est des textes qui s'insèrent dans le Code de la construction et de l'habitation, avec un enjeu de périmètre d'application, les tailles de chantier, et un enjeu de définition de ce que c'est qu'une réhabilitation significative, puisque c'est un critère d'éligibilité au diagnostic. Les petites réhabilitations ne seront pas soumises au diagnostic réemploi. Seules les significatives sont concernées, ce sont celles, d'après le projet, dont le montant est supérieur à 25% de la valeur vénale des bâtiments. Ces deux projets abordent aussi la question du contenu du diagnostic, bien sûr. Donc là, on rentre vraiment dans le détail, à savoir les informations relatives à la nature, la quantité et la localisation des produits, équipements et matériaux générés, les précautions à prendre sur le chantier et l'identification des quantités et des déchets ou des matériaux générés par ces produits, en fonction de la hiérarchie des modes de traitement. Il y a aussi évidemment la question de la compétence des diagnostiqueurs, à savoir que les personnes physiques ou morales en charge du diagnostic doivent être compétents et j'ajouterais doivent être, c'est une condition prévue par la loi et le décret, indépendants de l'entité diagnostiquée. Les diagnostics ensuite doivent être transmis, donc les projets de décret définissent les modalités de transmission de ces diagnostics par les maîtres d'ouvrage. Qu'est-ce qu'on en fait des diagnostics finalement, Est-ce que c'est un document qu'on pose sur le bureau ou est-ce qu'il sert aussi à effectuer du reporting, de la traçabilité et que c'est de la data utile? Eh bien, donc là, le décret aborde la question de la transmission aux personnes susceptibles de concevoir ou de réaliser des travaux de démolition, de réhabilitation, et définit donc ces modalités avec un récolement confié à un organisme désigné par le ministère chargé de la construction à des fins d'études statistiques. Et puis il y a aussi les modalités de publicité qui sont prévues avec l'accord du maître d'ouvrage. L'organisme pourra rendre publiques les informations relatives à la quantité et à la nature des déchets générés par l'opération de démolition ou de réhabilitation. Dernier sujet, c'est les devis relatifs à la gestion relative des déchets de travaux de construction. Donc la loi AGEC comporte des dispositions sur les devis, avec là aussi un décret entré en vigueur, décret du 29 décembre 2020, qui introduit des dispositions permettant aux maîtres d'ouvrage de s'assurer de la bonne gestion des déchets issus de leur chantier et dont ils sont responsables. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle les lignes déchets dans les devis rédigés par les entreprises et les professionnels du bâtiment, qui n'apparaissaient, semble-t-il, assez peu. Donc c'est une amélioration de la transparence sur ces questions de facturation des prestations et donc du coût de traitement des déchets préalablement à la réalisation des travaux. Donc, ces devis doivent donner une estimation de la quantité totale des déchets qui seront générés par l'entreprise de travaux. L'entreprise de travaux, elle se retrouve à traiter des déchets, mais sa vocation principale, c'est de construire un bâtiment, généralement. Elle démolit pour construire, même si elle fait appel à des démolisseurs. Et donc, on l'oblige, à travers cette disposition, à indiquer le coût de traitement des déchets avec les modalités d'enlèvement des déchets. Et il est également prescrit de mentionner les installations dans lesquelles les déchets sont déposés avec un bordereau dessus. Second sujet sur la réglementation nationale, c'est la RE 2020, donc la réglementation 2020, avec un projet de décret là aussi, donc apparaître dans les mois ou les semaines et les mois à venir, relatif aux exigences de performance énergétique et environnementale des constructions et des bâtiments. Donc là, on n'est plus du tout dans le cadre de la loi AGEC, on est dans le cadre d'un autre texte qui a sa place dans le Code de la construction et de l'habitation, mais qui est très orienté énergie et performance énergétique des bâtiments, avec un objectif de diminution de l'impact énergétique et environnemental des bâtiments neufs, à usage d'habitation, mais aussi de bureaux ou d'enseignement primaire ou secondaire, et qui fixe 5 nouvelles exigences de résultats dans le domaine du bâtiment, tout en conservant les exigences actuelles pour les autres constructions déjà soumises à la RT 2012. Donc ces 5 nouvelles exigences, ce sont la limitation de la consommation d'énergie primaire,
l'optimisation de la conception énergétique du bâtiment, indépendamment des systèmes énergétiques mis en œuvre, la limitation de l'impact sur le changement climatique associé à ces consommations, la limitation de l'impact des composants du bâtiment sur le changement climatique, et enfin la limitation des situations d'inconfort dans les bâtiments en période estivale. Est-ce qu'on peut passer au slide suivant? On a perdu Armel, je crois. Je suis désolé, mais on n'a plus les slides à l'écran. Petit. Armel, vous êtes avec nous? C'est bon, c'est revenu là, normalement. Alors, c'est pas pour moi. On a la présentation du projet d'arrêté complétant le décret, portant approbation de la méthode de calcul. Je suis désolé, moi j'ai un écran noir. Pour moi, c'est revenu aussi. Hein, on les a. À la limite, si vous les avez, vous pouvez les faire. Ouais, je vais continuer avec mon ordi, c'est bizarre. Voilà. On n'a touché à rien, mais j'espère que. Je ne sais pas s'il y a d'autres participants qui sont privés des slides également. Apparemment, non. Apparemment, non. Ah, là, on les a reperdus, par contre. Hein. À l'instant. Voilà, Bon, là, c'est revenu. Là, c'est bon, c'est revenu, vous pouvez y aller. On est presque au bout. Un projet d'arrêté, effectivement, va compléter le décret et a également fait l'objet d'une présentation. Il porte sur la méthode de calcul prévue au Code de la construction et de l'habitation. Donc, c'est cette méthode de calcul de la performance énergétique et environnementale des constructions, avec une annexe qui souligne que les composants issus du réemploi sont considérés comme n'ayant aucun impact, de sorte que les valeurs des impacts pour les modules du cycle de vie sont nulles. Et ça, c'est quand même une reconnaissance importante et un véritable coup de pouce aux matériaux de réemploi, puisqu'on considère qu'on peut blanchir tout le cycle de vie préalable aux matériaux de réemploi, puisqu'ils ont déjà connu une première vie, et donc on ne va pas effectivement réimputer le coût de fabrication et compagnie dans le cadre d'une phase de réemploi. Néanmoins, il est souligné dans l'annexe que les impacts des produits complémentaires nécessaires à la mise en œuvre des composants issus du réemploi seront comptabilisés. Donc, si on est dans de la réutilisation, réemploi, avec par exemple des phases de réparation, eh bien là, il faut, je pense, en déduire que les étapes nécessaires au nettoyage et à la réparation sont comptabilisées, mais pas le matériau réemployé pour commencer. Voilà. On peut passer maintenant donc au projet de loi climat résilience. Rapidement, hein, c'est un projet qui vient concrétiser les propositions de la Convention citoyenne pour le climat, 149 propositions, a priori toutes retenues, mais en réalité pas toutes mises en œuvre, semble-t-il, donc destinées à réduire les émissions de gaz de 40% à horizon 2030. Ce projet est en cours d'examen par le Parlement depuis quelques semaines. Plusieurs titres. Consommer, produire, travailler, se déplacer, se loger, se nourrir. Donc là, on va se retrouver aussi avec cette loi, avec une loi probablement fleuve, hein, au même titre que l'a été la loi AGEC ou préalablement la loi LTECV de 2015. Hein, chaque mandature voulant, semble-t-il, adopter, ou même on peut dire les lois Grenelle 2 et Grenelle 1 au préalable. Hein. Donc on est encore cet empilement législatif très français qui a quelques vertus tout de même, hein, mais qui finalement ne cesse de nous obliger à nous réintéresser à des sujets qui sont en constante évolution, avec aussi la French Touch par rapport à la réglementation européenne, puisqu'on adopte nos propres lois également, et on a nos propres, à travers ces lois, on a nos propres mesures d'application des directives européennes notamment. Donc dans le cadre de ce projet de loi climat résilience, on peut juste faire un zoom sur l'article 52 qui concerne le secteur du bâtiment dans l'économie circulaire et qui propose de fournir aux maîtres d'ouvrage un outil d'aide à la décision lors de la conception d'un projet, c'est-à-dire que les permis de construire vont devoir intégrer la réversibilité et les changements de destination possibles des bâtiments après une première vie. Voilà, donc au stade de la construction, la loi instaure une nécessité de regarder, d'anticiper, dans une logique d'éco-conception, hein, la réversibilité, l'évolution du bâtiment après un premier cycle de vie, et d'ailleurs d'évaluer aussi la durée de vie et d'usage
du bâtiment au stade de sa conception. Donc, je passe à la conclusion générale en espérant que vous avez toujours les slides parce que chez moi, il n'y a rien qui s'affiche. Pour vous donc souligner que après cette présentation, on est vraiment dans un changement non pas du tout conjoncturel, mais véritablement structurel de la réglementation et de la norme du reste. Au-delà de la réglementation, c'est toutes les normes techniques également qui évoluent à l'échelon européen, à l'échelon national, et donc on voit que les sujets se succèdent les uns après les autres, mais c'est aussi cette succession, elle est due à l'urgence climatique, qu'a évoqué Thierry L'Aquitaine tout à l'heure, qui nous pousse, qui nous conduit à constater l'inefficacité d'un certain nombre, voire de la totalité des mesures. On influe extrêmement mal sur la disparition de la biodiversité, le changement climatique, et donc qui nous incite à aller plus loin, avec donc un mouvement de convergence de l'ensemble des législations pour assurer une transition, mais tout en étant contrôlée vers une économie circulaire, avec des effets de réglementation complétés par des normes techniques à venir en 2022, notamment sur la finance durable, très surveillées par la Commission européenne. Donc on est vraiment dans une progressivité de l'harmonisation des politiques des États membres pour arriver à des standards européens qui, semble-t-il, sont évidemment la bonne échelle pour agir et pas seulement celle des États membres, à condition évidemment de mettre en œuvre au niveau local ensuite tous ces principes et ces réglementations. Et j'ajouterais pour finir que s'il est déjà prévu que si elles n'ont pas une incidence suffisante sur la courbe des émissions carbone, eh bien des mesures plus strictes devront être envisagées pour s'assurer du respect des objectifs fixés dans le plan d'action finance durable de la Commission européenne de 2018, en adéquation avec l'accord de Paris de 2015. Voilà, j'en ai fini pour cette présentation. Je vous remercie pour votre attention et j'aurai plaisir à poursuivre ces échanges, soit aujourd'hui, soit ultérieurement avec les participants. Merci, Maître. Nous avons pas mal de questions dans le chat. Je vous propose d'en prendre quelques-unes et bien entendu, nous répondrons par écrit à toutes les questions. Donc, Laure, Karima et Rebecca, je vous laisse remonter quelques questions, s'il vous plaît. Donc, Maître, on a une première question de Martine Grandet qui porte sur l'interopérabilité entre l'éco-conception et le recyclage. D'accord. Sans plus de précision? Non, sans plus de précision. Quelle interopérabilité entre l'éco-conception et le recyclage? Ouais, ce sont deux piliers distincts de l'économie circulaire. Normalement, dans une logique vertueuse, on commence par l'éco-conception et on recycle ce qui, à l'issue d'un processus de cycle de vie de matériaux éco-conçus, l'est, et en principe tout. Or, en pratique, aujourd'hui, on constate que le recyclage porte sur des matériaux pas toujours éco-conçus, puisque les normes évoluent à un rythme progressif, et que par conséquent, on a encore des matériaux et des produits qui sont avec des obligations de recyclage, et qui le sont pour une grande partie, mais dont après la réincorporation en tant que matière première secondaire n'est pas toujours garantie. Donc c'est une interaction qui mérite d'être améliorée de toute évidence. Merci beaucoup. On a une question d'une autre Armelle qui, j'imagine, concerne plutôt la taxonomie. C'est le nucléaire sera-t-il inclus dans la liste de ce qui est vert? Écoutez, j'ai cru comprendre que oui. Voilà, je ne souhaiterais pas rentrer dans des propos trop simplificateurs aujourd'hui. Il est vrai que cette question du nucléaire fait débat. Ce sont des choix qui sont en réalité, comme on l'a tous compris, autant politiques que techniques, de sorte que il est probable que ça soit effectivement pas exclu strictement de la taxonomie. Je vous remercie beaucoup. Je vous propose de passer à la partie suivante. Alain, c'est à toi. Oui, bonjour, vous m'entendez? Très bien. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc l'association Circolab, elle a été créée, qu'on a commencé à travailler ensemble en 2017, a été créée officiellement en 2018.
Nous sommes donc une association d'acteurs du secteur de l'immobilier regroupés autour de notre charte commune de l'économie circulaire. Non, c'était celui d'avant, s'il te plaît. Nos engagements sont entre autres de former une communauté d'acteurs engagés, de promouvoir un esprit de collaboration, de collaborer avec les acteurs de l'économie solidaire, d'élaborer un cadre méthodologique, de développer des outils communs, d'alimenter une plateforme numérique, de définir des indicateurs de circularité des projets. Je veux bien passer à l'écran suivant. Donc notre mission, qui est bien du domaine du possible, consiste à développer l'économie circulaire dans le domaine de l'immobilier et de la construction, et notamment donc, le réemploi de produits du bâtiment selon plusieurs axes. En conservant l'existant, on en a parlé juste avant, en procédant à une déconstruction soignée pour le réemploi, en prescrivant du réemploi dans nos constructions et rénovations. Notre communauté, qui regroupe plus de 70 ou 75 membres et partenaires, est composée de maîtres d'ouvrage, d'experts, d'architectes, de bureaux d'études et de contrôle, d'entreprises du BTP et de la construction, de sociétés de maintenance, de fabricants et de fournisseurs, d'associations et de réseaux, de sociétés de valorisation des déchets, de cabinets de conseil et d'avocats. Et pour répondre à une question qui a été posée en ligne, pourquoi pas demain avec des établissements d'enseignement supérieur? Nos publications donc, sont disponibles pour tous sur notre site web. La méthodologie globale pour une démarche de réemploi, des clausiers pour les maîtres d'ouvrage, un référentiel technique du diagnostic fait avec le CSTB, sont disponibles aux membres de Circolab un dossier juridique et assurance des intervenants, les problématiques fiscales et comptables, les indicateurs des bénéfices du réemploi fait avec le CSTB et la méthodologie d'upcyclage. Nos groupes de travail qui sont en cours de réflexion ou de finalisation sont les suivants. Donc, la plateforme numérique, la traçabilité, les opérations pilotes, le BIM en lien avec la Fondation Bâtiment Énergie, l'exploitation et la maintenance, la survaleur des immeubles circulaires, les acteurs de l'ESS dans la chaîne de valeur du chantier, le label réemploi de Circolab qui est sorti le 17 février, qui va vous être présenté juste après. Vous pouvez donc rejoindre CGT pour partager vos idées. Nos actions. Autres. Le trophée économie circulaire avec le geste d'or. En 2020, il y a 8000 m² de moquettes, soit 36 tonnes, qui ont été collectées et recyclées par Tarkett sur une rénovation de Gessina à Paris. L'adaptation des contrats de maîtrise d'œuvre aux démarches de réemploi avec l'association AMO, Architecture et Maîtres d'ouvrage. La création d'une formation pour les diagnostiqueurs avec Agir. Agir qui encourage le passage à une économie circulaire dans laquelle la valeur des matières est maintenue dans la durée. Là aussi, on vient d'en parler. Notre site internet, donc circolab.eu, vous y trouverez différentes rubriques et notamment un agenda d'actualités et d'événements. On a eu une plénière il y a 2 jours et la prochaine, donc vous la trouverez au 2 juin 2021. Les publications des GT et des ressources de Circolab et de ses partenaires. Et voilà, et pour terminer, we need you. Imaginons des solutions innovantes en groupe de travail, créons des outils ensemble, partageons nos expériences, qu'elles soient fructueuses ou non, et échangeons nos connaissances en plénière. Voilà, je vous remercie. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Je n'ai pas de son. Vous m'entendez?
Oui, oui, on va très bien. prendre quelques questions, notamment, Laure, je vois qu'il y a une question de Pascal Pia du groupe BFC sur environnement et inclusion. C'est-à-dire, quelle question? Oui, alors la question est assez longue. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui. Alors, environnement et inclusion, CCTP commun ou différencié, une force ou une faiblesse d'associer les deux enjeux. Et ensuite, quels outils pour faciliter des projets multi-acteurs, institutionnels et entreprises de l'économie environnementale, ainsi que les entreprises de l'économie réelle. Exemple, profiter d'un chantier de déconstruction sélective et rénovation pour aussi mener un chantier de valorisation des friches urbaines en créant une matériothèque démontable, étant un lieu d'acculturation et de formation, tout en dépolluant le sol par des procédés innovants inspirés du biomimétisme et en mobilisant les citoyens et citoyennes pour faire preuve de pédagogie. Ambitieux mais réalisable facilement si les acteurs sont capables de travailler ensemble. Design thinking. Donc, Pascal Pia, si vous voulez prendre la parole pour préciser certains éléments, n'hésitez pas. Oui, merci. Bonjour à toutes et à tous. Alors, c'était 2 questions, donc je comprends votre étonnement à la longueur de la question. Alors, déjà, peut-être en traiter une, parce que la seconde partie sur le design thinking et l'animation de différents acteurs, c'est une question plutôt hyper technique, qui pourrait peut-être être un moment d'échange ultérieur. Mais est-ce que, dans l'intérêt des CCTP par rapport à nous, nos clients, on est bureau d'études dans le réemploi avec la maîtrise d'ouvrage public, on a souvent la question, est-ce qu'on close les 2 enjeux sociaux et environnementaux ou est-ce qu'on fait le distinguo des deux pour éviter une levée de bouclier ou une non-réponse du marché? Donc, par rapport à des expérimentations ou à vos travaux de recherche, est-ce que vous avez un avis là-dessus? Si c'est toujours pas clair, je comprendrai qu'on en parle plus tard. Tu veux que j'apporte des éléments de réponse, Alain? Oui, vas-y, je t'en prie. Justine Emringer, Pleine Commune. Du coup, nous, on a une expérience assez importante sur l'insertion, sur les démarches des clauses sociales depuis plusieurs années qui ont précédé les démarches environnementales et notamment d'économie circulaire. En général, on sépare les deux. Parce que typiquement sur la dépose sélective, c'est vrai que les acteurs de l'insertion sont très intéressés. On peut penser à faire des lots dédiés dépôt sélectives en réservé pour l'insertion, mais c'est pas systématique. Aujourd'hui, il y a des démolisseurs qui font évoluer leur métier sur les métiers de dépôt sélective. Donc nous, personnellement, en tout cas à Plenco, on préfère séparer les deux, avoir un pourcentage d'heures d'insertion fort à faire, mais sans forcément le flécher sur l'économie circulaire, pour permettre encore une fois aux acteurs classiques de répondre, quitte à ce que l'insertion est plutôt sur la logistique ou sur d'autres sujets que l'économie circulaire. Il y a des liens et des passerelles intéressants, mais pour l'instant, on ne les force pas. On met les clauses d'insertion d'un côté et les clauses environnementales de l'autre. Et a posteriori, je pense, on verra comment les acteurs s'emparent des sujets, mais on ne préfère pas brusquer les choses et forcément accoler les deux notions. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, du coup. Parfait. Merci beaucoup. Génial. Je vous en prie. Je vous propose d'enchaîner sur la partie suivante, le label réemploi qui est porté par Circolable. Ronan, c'est à toi. Merci, bonjour à tous. Vous m'entendez correctement? Très bien. Super. Oui, donc effectivement, on a pu voir tous les enjeux portés par l'association Circolab. Le label en est un, il a été vraiment poussé par l'ensemble des acteurs et membres de l'association. Que ce soit, donc on les a déjà évoqués, Thierry les a déjà évoqués en début de séance, que ce soit les avocats, les bureaux d'études, les membres de l'économie sociale et solidaire, les maîtres d'ouvrage, les architectes et bien d'autres. Donc en fait, tout ce mélange savant d'expérience et de richesse intellectuelle a permis en fait de construire finalement le label au fur et à mesure. Tu peux passer, Armel. En fait, ce label, alors il est évidemment en cours de, je dirais encore en cours de construction. Il manque encore beaucoup d'expérience par rapport au réemploi pour être certain de bien cibler les sujets. On a essayé de construire un outil qui est avant tout pédagogique pour rassembler, disons, les acteurs autour de la table du réemploi. On a souhaité proposer un outil qui réunit dans un même outil Excel finalement des critères de performance à respecter dans le cadre de l'évaluation d'un projet immobilier,
avec évidemment un barème sous forme de points, comme on pourrait le voir sur la plupart des certifications aujourd'hui. C'est ce qui nous a semblé le plus pertinent, du moins au départ. Un petit guide explicatif justement des critères à respecter pour préciser un peu les exigences du référentiel, des certificats qui se génèrent automatiquement et qui sont associés finalement à des scénarios possibles en fonction de l'ambition que portent aujourd'hui les maîtres d'ouvrage sur les projets immobiliers. Et 5 niveaux de performance sont aujourd'hui possibles sur le label. C'est encore des sujets qui sont en cours de construction, mais l'outil est prêt à l'évaluation. Donc, ce qui est important de retenir aujourd'hui, c'est que les opérations aujourd'hui éligibles au label, finalement, sont quasiment toutes les opérations. On a essayé de rien exclure. On s'est basé pour le moment sur évidemment les opérations en restructuration, donc surtout sur la rénovation. Le label s'adapte également à la construction neuve, à des petits aménagements, à de la restructuration légère, lourde, et également potentiellement de la démolition. Petit bémol sur la démolition, c'est que aujourd'hui, l'outil doit être adapté pour accueillir la démolition, mais c'est vraiment à la marge. Donc, c'est un travail qui sera réalisé par la suite. On a déjà voulu commencer par la rénovation et les constructions neuves. Mais on est bien donc sur tout type de bâtiment, que ce soit de l'hôtellerie, du bureau, tout ce que vous voulez, de la serre urbaine, etc. L'état d'avancement du label aujourd'hui, il est réalisé à 80%. On est encore en cours de customisation, disons, de l'outil, de la mise en forme, en fait, surtout. On a l'ambition d'intégrer des retours d'expérience, c'est à mon sens, ce qui est le plus important. On a aujourd'hui établi des seuils d'indicateurs, on le verra par la suite, pour justement mesurer l'impact environnemental du réemploi. Ça paraît simple à dire, c'est pas si évident que ça à mettre en œuvre. Et évidemment, on a besoin de retours d'expérience pour justement assurer la pertinence de ces seuils qui sont aujourd'hui fixés, du moins arbitrairement, ou sur quelques retours d'expérience d'opérations de réemploi. On a l'ambition aussi de rédiger un référentiel sous forme littérale. Aujourd'hui, il est sous un format Excel, donc pour le rendre un peu plus attrayant visuellement. On a l'ambition de créer une forme un peu plus sympa. Et puis évidemment aussi la sélection d'auditeurs pour le suivi des opérations à venir. L'outil Excel, donc en soi, fait intervenir un certain nombre d'autres outils finalement, de documents spécifiques qui ont été aussi évoqués par Alain dans les différents GT. Tous les GT, c'est pour ça que je dis c'est un peu une construction commune de l'ensemble des membres de Circolab finalement, puisque la plupart en tout cas des contributions ont permis de construire et de proposer des documents types finalement. Il y a évidemment le référentiel qu'on a construit dans le GT Label. Il y a des trames de bordereaux de suivi des matériaux et les fiches information matériaux qui ont été construites dans un autre GT et qui sont extrêmement importantes dans la notion notamment de la notion de traçabilité des matériaux. On a effectivement des clauses de CCTP qui ont été évoquées précédemment. On propose également une méthode de diagnostic ressources, ou PMD maintenant, comme on l'appellera avec la loi AGEC. Le cahier des charges d'une démarche de réemploi, dans quel sens par où on commence et par où on termine pour réaliser une démarche de réemploi. Donc on a essayé de cadrer un peu les différents sujets, les différentes interrogations. Et puis on propose également un outil de calcul des indicateurs Circolab que je vais présenter par la suite. Voilà, donc le contenu du référentiel aujourd'hui, il est basé sur quatre piliers qui sont assez fondamentaux à notre sens. Et ces piliers-là sont entourés par un système de management. Donc on retrouve un pilier naissance, un pilier conception, chantier et livraison. Et du coup, je vais effectivement vous présenter le contenu condensé de ces différents piliers. Donc le système de management, alors rassurez-vous, on n'est pas sur un système type ISO, on n'a pas voulu créer une usine à gaz non plus. L'idée en fait, c'est simplement sur ce label
déjà de proposer une interaction entre les acteurs et s'assurer que les acteurs et les compétences qui sont autour de la table sont suffisantes et pertinentes pour mener en place la réflexion et le projet de réemploi. Donc, dans le label, vous verrez, donc, il y a des obligations et des points, enfin des exigences avec des points bonus. Sur l'aspect management, on a rendu quasiment tout obligatoire. Il n'y a pas énormément de choses. Il y a la partie contractuelle, donc intégrer contractuellement le réemploi dans la conception et l'exécution du projet, qui nous semble indispensable. La réalisation d'une réunion de lancement réemploi-conception, à minima, au début du projet, pour réunir justement les acteurs concernés. Et puis, évidemment, la communication sera, je dirais, aussi la pièce maîtresse un peu du projet de réemploi, puisque c'est la communication qui, aujourd'hui, permet d'aller chercher des gisements, des débouchés, de faire parler du projet et donc forcément d'activer les réseaux qui sont propres au réemploi et qui grandit de jour en jour. Voilà, donc ce sont vraiment des 3 obligations qui ont été imposées dans le management du réemploi et voilà, c'est ce qui cadrera en tout cas le système de management. Sur la partie naissance, la partie naissance, en fait, on a souhaité déjà identifier et missionner un référent réemploi. Donc, on a rendu ça effectivement obligatoire. On trouvait évidemment pertinent de cadrer le sujet par en tout cas un référent compétent dans le domaine, alors que ça peut être un AMO, ça peut être un maître d'œuvre, un architecte qui a vraiment de l'expérience en matière de réemploi. On a rendu également obligatoire le fait de réaliser ou récupérer le diagnostic ressources ou le fameux diagnostic PMD maintenant, comme on l'appelle dans la loi AGEC. Et évidemment, si c'est applicable au projet, si on est sur un bâtiment neuf, il y a évidemment des exigences qui sont exclues ou non applicables. On propose également la mise à disposition des fiches informations matériaux pour la traçabilité des matériaux qui seront réemployés. Et donc ça, on a imposé évidemment le fait de compléter des fiches informations matériaux Circolab. Alors évidemment, ce sont des exemples, ces fiches. On pourra évidemment accepter tout à fait d'autres typologies de traçabilité, sous réserve qu'effectivement il y ait des informations qui apparaissent, il n'y a pas de problème. Simplement, Circolab a souhaité déjà donner des exemples et donner un peu un fil conducteur sur certains outils. Et enfin, par exemple, un point bonus, c'est la communication encore sur la démarche de réemploi qui doit absolument favoriser la réussite. Donc, on n'a pas forcément imposé ces critères-là, mais en tout cas, sur la partie naissance, ça nous a semblé important de valoriser les opérations qui communiquent pour favoriser absolument la réussite du réemploi. Sur le pilier conception maintenant, donc le pilier conception est un pilier important. On a proposé évidemment d'aller un tout petit peu plus loin, de faire notamment un état des lieux des filières et sources de réemploi local. Donc là, je dirais que c'est un sujet qui complète un peu le diagnostic ressources qui aurait potentiellement été fait au préalable et qui permet d'aller un tout petit peu plus loin que les matériaux qui sont disponibles sur les bâtiments en question restructurés. Et disons que cet état des lieux doit rendre possible la recherche de débouchés et de gisements autour du futur projet. Identifier et lister les familles de matériaux de réemploi ciblés pour le projet. Donc ça, c'est quelque chose qui nous semblait indispensable pour faire l'état des lieux effectivement des potentiels matériaux et familles de matériaux à réemployer. La définition d'objectifs de réemploi pour évidemment commencer à quantifier et évaluer un peu justement la performance du réemploi sur le projet. Donc rassurez-vous, on s'est posé beaucoup la question de savoir si on travaillait en kilogrammes, en mètres carrés, en mètres linéaires, en tout ce que vous voulez. En fait, on a décidé de laisser libre cours aux différents projets. Chaque projet est un peu atypique, donc il y aura pas forcément d'imposition spécifique sur les unités à utiliser. Et donc vous verrez que de toute façon, dans le calcul des indicateurs, il n'y aura pas forcément
de contraintes par rapport à ça, et on a trouvé ça beaucoup plus simple pour l'ensemble des acteurs de faire un peu son propre référentiel sur les quantités et enfin, sur le choix de la mesure. Le calcul des indicateurs, j'y reviendrai un tout petit peu après, puisqu'effectivement, on a proposé un outil de calcul des indicateurs qui se base essentiellement sur la donnée qu'on peut retrouver dans ce qu'on appelle les fiches de déclaration environnementale et sanitaire, qu'on utilise notamment dans les ACV. Donc on a proposé, alors évidemment, on a été reprendre les indicateurs qui existent déjà, qui sont proposés dans les FDES. Donc on a sélectionné ceux qui nous paraissaient les plus pertinents dans une démarche de réemploi. Donc on parle d'émissions de CO2, d'épuisement des ressources évitées, de l'énergie primaire économisée, de l'eau douce économisée et des déchets économisés. Donc ces 5 indicateurs-là, il y a une vingtaine d'indicateurs dans les FDES, donc on n'a pas souhaité tous les reprendre. Évidemment, c'est des choses qui pourront évoluer avec les retours d'expérience, mais c'est des indicateurs qu'on pourra assez facilement calculer, et je vous expliquerai la façon de le faire à la suite des slides. Et enfin, quelques points bonus qui vont un tout petit peu plus loin que la démarche de réemploi, je dirais, un peu classique. C'est on essaye évidemment de valoriser comment dire, les gains sociaux, par exemple les heures d'insertion qui seront réalisées grâce au réemploi. On a un petit peu évoqué le sujet juste avant. Le respect des seuils environnementaux qu'on aura imposés, et c'est ce que je disais, pour l'instant ils sont arbitraires parce qu'on a très peu de retours d'expérience. Donc en fonction des différents résultats qu'on aura grâce à l'outil de calcul des indicateurs, on pourra réajuster ces seuils et savoir au fur et à mesure des retours d'expérience si ces seuils sont déjà d'une part pertinents et puis sont atteints ou pas par les projets de réemploi. Et enfin, on a proposé aussi une valorisation quand par exemple les projets désignent un lot réemploi spécifique avec du reconditionnement sur place et un lot qui est vraiment intégré au marché pour forcer un peu les entreprises à passer par plutôt que de passer par leurs fournisseurs standards de matériaux neufs, les forcer d'une part et dans un premier temps à passer par le lot réemploi qui potentiellement aura reconditionné ou trouvé des gisements et des débouchés spécifiques pour intégrer ça dans le projet de réemploi. Voilà, ça ce sont des démarches un petit peu innovantes. Mais une démarche qui n'est pas forcément obligatoire, mais qui est valorisée dans le label. Voilà l'état des lieux de la partie conception. Sur la partie chantier, alors encore une fois, il n'y a pas toutes les exigences, hein, on a fait une petite synthèse, mais en tout cas, vous avez une bonne image des exigences qui sont présentes dans le label. Sur la partie chantier, alors ce qui est intéressant dans la partie chantier, c'est qu'on va vérifier déjà d'entrée de jeu tout ce qui a pu être proposé en phase conception. La première chose déjà, c'est qu'on souhaite imposer la rédaction d'une méthodologie pour justement s'assurer que l'approvisionnement, le stockage, la mise en œuvre des matériaux est cadré. Donc ça, effectivement, il faudra proposer ça dans le cadre du label. La vérification, la justification de la conformité technique, architecturale et réglementaire des matériaux réemployés. Donc ça, c'est aussi pareil une pièce maîtresse importante pour s'assurer que ce qu'on réemploie est bien apte à l'usage. Et ce sera important d'être en interaction avec les bureaux de contrôle notamment sur cet aspect-là, et évidemment les assureurs. Le suivi des objectifs de réemploi définis en conception pendant le chantier. Donc, disons que ce que vous avez pu entreprendre et imaginer comme objectif de réemploi pendant la conception est suivi pendant le chantier. Et évidemment, les fiches d'information matériaux doivent être renseignées et correctement, pertinentes par rapport aux matériaux qui avaient été prévus en phase conception. Voilà. Et ensuite, quelques éléments bonus sur l'intégration de nouveaux matériaux qui peut également arriver pendant la phase chantier avec effectivement des gisements qui auraient pu être repérés par la suite. La mise à jour des indicateurs environnementaux calculés. Donc ça, ce sont des éléments qu'on n'impose pas, mais qu'on valorise. On a souhaité en fait utiliser les FDES et les indicateurs environnementaux parce que de toute façon, la RE 2020 imposera maintenant de façon automatique la notion de carbone notamment, et donc forcément le choix des matériaux sera un choix important dans les projets de construction. Et donc il nous a semblé très important de mesurer
mesurer l'impact du réemploi dans ce label. Et enfin, quelques points d'innovation. Effectivement, ces points d'innovation-là, on n'a pas encore forcément donné d'exemple dans le label, mais en fonction de la typologie de projet et de certains types de projets immobiliers, il y aura certainement des innovations qu'on n'a pas encore en tête et qui pourront être évidemment valorisées. Et enfin, la partie livraison. Donc cette dernière partie, l'idée de la livraison, c'est de faire plutôt un bilan global du projet, établir un inventaire des matériaux entrants qui ont réellement été réemployés par rapport à ce qui avait été prévu en conception, avec effectivement la quantité de réemploi atteint par lot. L'actualisation du calcul des indicateurs environnementaux en fonction des quantités qui ont été réemployées et qu'on pourra calculer avec l'outil. Et puis, on impose également un bilan technique, environnemental et financier pour effectivement avoir aussi un retour d'expérience de combien ça coûte du réemploi, quels sont les impacts environnementaux du réemploi, est-ce que c'est toujours pertinent d'ailleurs de réemployer des équipements et des matériaux. C'est pas forcément toujours le cas, donc c'est important de se poser ces questions-là au fur et à mesure des projets. Et donc le label impose effectivement un bilan technique par rapport à tout ça. Et on a également travaillé un peu avec l'association BBCA. On a fait quelques réunions de travail avec eux. On a voulu trouver quelques synergies. Aujourd'hui, je pense que le marché, en tout cas, quand on a commencé, n'était pas encore tout à fait mûr par rapport à ça. Le label BBCA valorise en quelque sorte le réemploi, mais le considère comme un impact nul aujourd'hui. Donc je pense que le référentiel sera amené à aussi être adapté côté BBCA et côté Circolab. Mais en tout cas, on a simplement rendu possible, je dirais, la correspondance par rapport aux points d'innovation, entre guillemets, points bonus, qui sont proposés dans le label, avec 1 point pour chaque kilogramme de mètre carré de surface de plancher réemployés. Et donc l'idée, c'est simplement d'avoir une passerelle entre ces deux labels qui sont pour le moment, je dirais en tout cas pour Circolab en cours de construction, et peut-être que pour BBCA aussi en cours de mise à jour sur les notions de réemploi. Donc je pense que dans les années à venir, il y aura forcément des synergies à trouver quand on parle de carbone et quand on parle de réemploi. Donc voilà. Et enfin, le respect des seuils environnementaux imposés par le label pour chaque indicateur. Ça, effectivement, ce sont des points bonus qu'on pourra proposer en fonction des résultats et des seuils qui auront été atteints ou pas en fonction de ce qui est proposé dans le label. On peut passer à l'outil maintenant. Alors, on vous a simplement fait des imprimes écran. Le temps passe assez vite, donc on ne va pas non plus avoir beaucoup de temps pour en parler. Mais je vais juste vous présenter l'idée générale. On n'a pas voulu réinventer non plus les choses. On a voulu proposer un outil assez simple à utiliser pour le commun des mortels. Et donc, l'idée, même pour des personnes qui n'auraient jamais fait d'ACV ou qui n'auraient jamais vu de FDES, cet outil est censé pouvoir être rempli par une personne qui n'aurait pas forcément vu des ACV et donc pas forcément par un AMO réemploi comme on peut l'appeler aujourd'hui. L'idée aujourd'hui de cet outil, c'est de proposer un scénario de référence sans réemploi et un scénario avec réemploi. Donc, ce que vous avez à l'écran, là, c'est effectivement un extrait de l'outil Excel. Il suffit, en fait, de compléter toutes les cases bleues. Et donc, les informations qui sont demandées dans les cases bleues sont issues des FDES qui sont disponibles très facilement en ligne sur le site d'Ignies. Et donc, l'idée, quand vous avez un projet de réemploi, si je prends l'exemple d'une porte ou d'un radiateur, si vous avez la volonté de réemployer, on va partir sur une porte et on parlera d'une seule unité de porte, on va pas parler de 50 000 portes pour que ce soit plus simple pour l'exemple. L'idée, c'est que si vous souhaitez réemployer une porte, il faudra faire le scénario de savoir quel aurait été l'impact environnemental si on avait utilisé une porte neuve. Et pour ça, en fait, on utilise évidemment les FDES parce que ce sont les outils aujourd'hui qui sont le plus reconnus et c'est aussi les outils qui seront utilisés dans la RE 2020, les indicateurs également. Et donc, on a comment dire, un scénario de référence sans réemploi qui propose finalement d'aller chercher les indicateurs de la fameuse porte
quels sont effectivement les indicateurs environnementaux sur la fin de vie de la porte en question. Donc ça, on peut aller chercher ça assez facilement dans la FDES, soit générique, soit individuelle de la porte en question, pour effectivement avoir son impact de fin de vie et puis l'impact de la fabrication et du transport de la nouvelle porte. Et donc l'idée très simple, c'est d'avoir ce scénario de référence du matériau neuf. Et on peut passer à la slide d'après. Sur cette porte ou sur ce radiateur, l'idée, c'est sur la porte qui sera réemployée, de faire justement un nouveau scénario étudié avec du réemploi et d'aller chercher finalement dans les petites cases bleues tous les impacts liés au transport, au potentiel transport finalement de la porte ou du radiateur, de son gisement à l'atelier de reconditionnement. Donc là, on identifie finalement dans la FDES transport générique l'impact du transport par camion Ben. De toute façon, vous verrez sur Ignace, il n'y a qu'une seule, pour l'instant, une seule FDES transport et qui indique justement tous les indicateurs environnementaux dont on vient parler. Donc il suffit de connaître la distance parcourue et la quantité transportée et effectivement, le petit outil calcule automatiquement les indicateurs environnementaux. Les produits consommés lors du reconditionnement, c'est le cas par exemple, alors là sur l'exemple ça devait être un radiateur, donc là il y avait du vernis, typiquement du vernis utilisé pour reconditionner le radiateur. Donc on a effectivement été chercher la FDES d'un vernis et imputer cet impact environnemental sur le reconditionnement du radiateur. La même chose sur l'énergie, sur l'eau et évidemment sur le transport de l'atelier jusqu'au projet de mise en œuvre. Et donc c'est pareil, énergie et eau sont des FDES génériques qui sont proposés sur le site d'Ignace. Et il faut aller un peu à l'impêche aux informations, mais aller questionner l'entreprise qui reconditionne le radiateur. Qu'est-ce qu'elle a utilisé comme type de machine? Donc nous, on a fait l'exercice effectivement sur un projet sur la Grande Halle de Colombelle à Caen. Et c'est l'exemple que vous avez en face de vous, c'est qu'effectivement, il y avait du sablage de radiateur qui a forcément utilisé une machine qui consommait de l'électricité. Et donc, on a questionné l'entreprise qui a utilisé cette machine, combien de temps, on a fait un peu des estimations. L'idée de cet outil-là, c'est pas d'être à la virgule près, mais disons que c'est un outil qui permet de quantifier grossièrement quel pourrait être l'impact effectivement finalement du matériau réemployé. Et si on passe à la dernière slide, vous avez finalement le résultat. Et le résultat, c'est simplement la différence entre le scénario neuf que vous aviez proposé au départ, comparé au scénario étudié. Et effectivement, on fait la différence des impacts environnementaux qui sont des gains ou des pertes en fonction des indicateurs potentiels. Et ce qui est intéressant en fonctionnant sur du multicritère, c'est qu'on ne s'intéresse pas que au CO2 finalement, parce que l'économie circulaire ne parle pas que du CO2, la RE 2020, oui, mais l'économie circulaire, on s'est dit que c'était intéressant aussi de s'intéresser à la notion de consommation de déchets, d'eau, d'énergie, d'épuisement des ressources. Et typiquement, sur le radiateur en question, on s'est aperçu que l'utilisation du vernis avait un fort impact sur l'épuisement des ressources. Donc après, en fonction de l'ambition que vous avez, ça peut être plus ou moins pertinent de réemployer les matériaux. Et c'est pour ça que c'est intéressant. Cet outil permet au moins de sortir des grands principes sur, je dirais, la pertinence ou non de réemployer des matériaux. Voilà. Mais sachez que la plupart du temps, on a quand même des résultats assez positifs sur la plupart des matériaux qui sont réemployés. Et donc, Circolab proposera des temps de formation, notamment sur l'utilisation de cet outil qui, ne vous inquiétez pas, est assez simple à appréhender, mais qui fait peur au départ, parce que vous voyez des petits chiffres avec des notions scientifiques d'Excel, mais c'est parce que, en fait, comme on parle de petites unités, on peut se retrouver avec des 0,0000 et des bananes. Donc forcément, ça a été condensé, mais c'est ce que vous retrouvez comme type de chiffres dans les FDES. Donc ce n'est ce sont que des copier-coller de données qui sont présentes dans les FDES. Voilà, merci de votre attention. Merci beaucoup, Ronan. Est-ce qu'on peut prendre quelques questions? Laure, Karima? Oui, tout à fait.
Nous avions une première question d'Audrey Gaïa au sujet du diagnostic PMD par rapport au diagnostic réemploi. Donc, Ronan, je te lis la question. Vous semblez considérer le diagnostic PMD équivalent au diagnostic réemploi. Or, pour d'autres acteurs, ces diagnostics sont bien distincts. Le diagnostic réemploi devant développer la réemployabilité des produits et matériaux recensés dans le diag PMD. Comment le contenu de ces diagnostics seront-ils définis ? Alors, en fait, sur cette notion de diagnostic PMD, diagnostic réemploi, quand on a travaillé sur le label, le diagnostic ressources n'existait pas encore ou n'était pas imposé. Donc, pour l'instant, on évoque dans le label le diagnostic ressources. Il faudra qu'on mette à jour effectivement les sujets qu'on attend et les informations attendues dans le diagnostic PMD par rapport à ça. Pour l'instant, on a fait essentiellement référence au diagnostic ressources, mais c'est une question pertinente et il faudra que l'association Circolab mette à jour ce sujet quand la loi AGEC aura imposé le diagnostic PMD. D'accord, merci. Mais le principe, globalement, reste quand même le même. C'est effectivement de faire un état des lieux au départ par rapport à tous les sujets de réemploi. On a une autre question de Constance Césaréo. Est-ce que le label intègre le réemploi des terres excavées ? C'est une très bonne question. Est-ce que le réemploi, est-ce que le label prend en compte les terres excavées ? Il est possible de prendre en compte les terres excavées, oui. Il n'y a pas de raison de ne pas les prendre en compte, mais en tout cas, il sera possible de l'intégrer. Ouais. D'accord. Karima, Rebecca, je ne sais pas si vous voulez poser d'autres questions ou pas. Sinon, je continue avec la petite liste que j'ai. Non, vas-y, continue. On a une autre question de Louis Miralles. Comment envisagez-vous en pratique la vérification et justification de la conformité technique des matériaux de réemploi, étant donné l'absence de cadre assurantiel ? Est-ce au cas par cas ? Oui, en fait, la notion d'assurabilité sera faite au cas par cas et effectivement, ce sera à proposer, le cadre, dirais, de vérification sera proposé par le groupement projet. Donc, on n'a pas forcément imposé spécifiquement les choses dans le label, mais il faudra apporter les informations essentielles auprès de l'auditeur, quoi. D'accord. Une autre question de Guillaume Girard. Comment interagit le réemploi avec la méthodologie de calcul dynamique de la RE 2020 ? Alors ça, c'est une bonne question. En fait, quand on a créé, c'est pareil, encore une fois, hein, le label a commencé la constitution du label réemploi a commencé en début 2019. On parlait pas encore d'ACV dynamique, même si ça existait. On parlait encore pas beaucoup de la RE 2020. On n'a pas intégré, on a souhaité pas faire forcément quelque chose de compliqué sur le label pour justement et que ce soit accessible à tous. Donc encore une fois, on n'est pas à la virgule près. Il n'y aura pas de notion finalement d'ACV en fait dans le label réemploi. On utilise l'outil des FDES pour mesurer les impacts environnementaux. En revanche, on n'est pas allé jusqu'à proposer de l'ACV dynamique parce que on a considéré que pour le moment c'était pas le but et qu'il fallait déjà, si on était déjà capable de quantifier les impacts environnementaux de manière simple, c'était déjà un grand pas sur les matériaux réemployés. Merci beaucoup. En revanche, pour compléter ma réponse, on a quand même pris en compte la notion de durée de vie. Vous verrez que dans l'outil, on propose effectivement cette notion de durée de vie qui peut être différente sur un matériau réemployé, sur un matériau neuf. Et donc, cette durée de vie est conditionnée et a un impact sur effectivement les résultats des impacts environnementaux. Merci beaucoup. Il y a encore beaucoup de questions. Je vous rappelle qu'on y répondra par écrit, mais là, il est l'heure de conclure. Thierry, je te laisse la parole. Merci à tous, merci à tous les intervenants, merci à Karl, merci à Alain, merci à Ronan.
pour ces présentations riches. Alors, je dois vous avouer que ce que je préférais dans les événements de Circolab, c'était la fin, la partie buffet cocktail. Et malheureusement, à distance, on est frustrés, je crois tous, parce qu'il y a beaucoup de sujets dont on aimerait continuer à discuter. Sachez que vous avez la possibilité de nous contacter via le site internet pour qu'on puisse poursuivre les discussions, les échanges. Il y a énormément de questions qui ont été posées. Il y a énormément de questions posées par les sujets qu'on a abordés. Et puis, comme je le disais, c'est cette collaboration qui va nous permettre d'avancer. L'économie circulaire, c'est vraiment l'économie du monde de demain, parce que c'est celle qui tient compte du réel. Voilà. Merci à tous et bonne fin de journée. À très bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci beaucoup et bravo. Au revoir. Merci. Excellent webinaire.